Nous sommes très honorés de la présence ce soir d'Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde en 2000, dégustateur et acheteur. Un mot de votre parcours, s'il vous plaît, Olivier. Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Oui, j'ai un parcours très simple de sommelier. J'ai eu la chance de travailler dans des maisons. J'ai commencé à travailler à 16 ans en apprentissage. Je suis un enfant issu de l'apprentissage. Et qui, effectivement, après l'école hôtelière, j'avais un amour profond pas pour le vin, parce qu'à cette époque-là, à 16 ans, c'est un peu compliqué, mais je suis venu à la sommellerie un peu par le fait que mon prof à l'école hôtelière de Paris me demandait souvent de prendre le rôle de sommelier en salle. Alors c'est vrai que j'étais un peu attiré par cette tenue de sommelier noir, qui était un peu différente des autres, et puis après, j'ai beaucoup travaillé sur les vins, et mon prof m'avait dit, comme tu es intéressé sur le vin, je pense que si tu réussis ton diplôme, j'essaierai de te placer quelque part. J'ai eu la chance de rentrer à la Tour d'Argent. J'y suis resté 4 années. Ensuite, je suis parti en Angleterre, parce qu'on ne peut pas faire un métier dans l'hôtel de restauration sans apprendre l'anglais. Donc, j'ai eu la chance de travailler au Manoir 4 saisons, qui était un 2 étoiles Michelin, chez Raymond Blanc, et puis ensuite au Connaught, qui était une grande institution à Londres. Je suis revenu et j'ai travaillé au Doyen. Et ensuite, j'ai fait ma carrière chez Le Nôtre. Je suis resté 32 ans. J'ai quitté l'année dernière la maison Le Nôtre. J'ai eu la chance de travailler aux côtés de Monsieur Le Nôtre, le fondateur. Et j'y suis resté 32 ans de ma vie. Et par simple raison, j'ai tout gagné avec la maison Le Nôtre. J'ai eu mon titre de meilleur sommelier de France en 90. J'ai été deuxième au championnat du monde en 95 chez Le Nôtre. Et puis j'ai gagné mon meilleur sommelier du monde chez Le Nôtre. Et j'ai toujours eu ce respect un peu de la maison. Et j'avais dit à mon patron de l'époque, je lui ai dit, vous savez, la maison m'a tellement aidé à financer mes voyages et autres que j'étais bien aussi, j'ai les libertés totales d'expression, de choisir mes vins. J'avais une semaine par mois dans le vignoble. Vous vous rendez compte, pour un sommelier, on n'est pas que dans le restaurant. Donc ça, c'était, voilà, ma carrière, elle était basée là-dessus. Magnifique parcours, c'est pour ça que nous sommes très honorés de vous avoir ce soir avec nous. Alors, quand on dit sommelier, on évoque forcément une carte des vins, et aujourd'hui, une question qui me trotte, c'est à quoi doit ressembler une carte des vins si on considère les vins français et les vins étrangers. Est-ce qu'elle doit représenter une offre mondiale aujourd'hui, si on imagine la carte des vins idéale? Alors, chaque sommelier a son propre avis sur la question. Moi, je fais partie effectivement des gens qui pensent qu'une grande carte des vins, c'est pas d'aligner les vins les plus chers au monde et en avoir 3 ou 4 pages. La plus grande carte des vins, pour moi, c'est la carte des vins qui s'ouvre au monde entier, à la France, à l'étranger, aux vins iconiques de France et d'étranger, mais aussi aux vignerons identitaires, respectueux du terroir et de l'environnement. C'est ça ma conviction, et j'ai toujours, dans ma carte des vins, et je n'ai jamais été un buveur d'étiquette, j'ai toujours été quelqu'un qui a mis en avant sur la carte des vins tous les terroirs possibles, imaginables, mais surtout la capacité d'un vigneron à transcender son terroir et en faire quelque chose de magnifique. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les vins iconiques ne sont pas uniquement des vins issus d'appellations connues et reconnues, il y a aussi des vins iconiques qui arrivent à faire leur voix à travers effectivement une constance, une régularité. Et la régularité et la qualité priment. Donc ça veut dire qu'on a tout à fait la possibilité aujourd'hui de n'être pas au départ un vigneron iconique ou un vignoble iconique et de le devenir. Ça représente quoi en termes de pourcentage aujourd'hui les vins étrangers sur le marché français? On peut dire que, si vous voulez, moi, à travers mon cursus et à travers l'évolution que j'ai pu avoir en préparant les concours internationaux, il y a 20 ans de ça, ou 30 ans de ça, apprendre les vins étrangers en France, c'était très compliqué. Et parce que la France s'autogérer à travers son propre vignoble et que, je dirais pas un peu de chauvinisme, mais c'est vrai que c'était compliqué de voir des importateurs. Il y a aussi beaucoup de pays qui avaient beaucoup de réticence à importer des vins étrangers en France parce qu'on savait, tout le monde reconnaît la qualité de la viticulture française et la qualité des vins, c'est pas un problème, mais c'est vrai que moi le déclic d'apprendre les vins étrangers, il a été à travers mes 3 années passées à Londres et à Oxford, où j'ai pu voir et découvrir ces cartes des vins. Il y a un vignoble anglais, vous savez, vous le connaissez, qui est tout petit, mais qui est existant, mais c'était aussi de voir la capacité de ce pays-là à accueillir des vins divers et variés du monde entier, et puis d'apprendre. Moi, je dis une seule chose qui est importante. Mon amour pour les vins français il est fort, mon amour pour les vins étrangers est fort. Moi, comme Élise, vous verrez, je pense qu'on a une passion de sommelier, et la passion de sommelier, apprendre les vins étrangers, c'est pas renier sa culture.
c'est s'ouvrir à la diversité, c'est apprendre avec passion la différenciation des vins qu'il puisse y avoir dans le monde entier. C'est ça qui est notre propre du métier de sommelier. Moi, je le fais toujours avec cette envie, cet élan, cette conviction. Et si aujourd'hui je continue à parcourir le monde, et avec envie, avec passion, c'est à travers mes différentes activités d'aujourd'hui de consultant, mais c'est aussi le fait est que j'ai toujours envie d'être à la pointe de l'actualité. J'ai toujours envie de comprendre et de savoir ce qui se passe à l'étranger. Comment réagissent tous ces pays qui nous entourent aux vrais défis de demain, qui sont le réchauffement climatique, la diversité variétale et autres. C'est une passion commune. Hein, je ne fais pas de distinction. Je serai toujours un fan des vins français. Je travaille à l'Arche des Vins de France depuis 1998. J'ai eu la chance d'avoir en charge de multiples régions pendant des années. Je suis encore en charge du Rhône Sud et de la Champagne, en ce moment, pour le guide vert et autres, et les dossiers techniques. Donc voilà, mais l'ouverture aux vins étrangers, pour moi, était, en tant que sommelier, logique. Je n'ai pas envie de perdre tous mes acquis que j'ai eus pour mes concours, si vous voulez. C'était aussi une manière de cultiver tout ce que j'ai appris et de rester dans le monde de l'actualité du vin. Est-ce qu'il y a des bastions comme, je sais pas, comme les vins de Bordeaux, ou en tout cas des régions très fortes comme ça, avec une identité très 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 forte, qui ont quand même, au fur et à mesure, accepté l'idée que des vins étrangers intègrent des cartes de restaurants ou des caves à vin? J'aimerais vous dire que si vous regardez le marché des négociants bordelais, aujourd'hui, beaucoup de grands négociants bordelais qui vendent des primeurs vendent aussi des grands vins étrangers. C'est un paradoxe, mais tous les grandes cuvées iconiques d'Italie et d'Argentine, et même les grands Italiens du Piémont et de la Toscane, sont vendus aujourd'hui par les négociants bordelais. Est-ce que c'est une bonne chose? Personnellement, je ne pense pas. Mais vous pouvez le voir, que tous ces négociants bordelais aujourd'hui ont sur leur carte des grands vins iconiques de tous ces pays que je viens de vous citer. Et donc le monopole de la distribution des vins étrangers, c'est pas que des petits importateurs, c'est aussi regardez des maisons de négoce, je ne veux pas les citer, mais regardez Millésima, regardez toutes ces négoces de Bordeaux. Ils ont, si vous voulez, des grandes cuvées iconiques comme Solaya, Sassicaia, Gratamaco, des grands vignerons de Maria Teresa Mascarello, Bartolo Mascarello, enfin tout ça, c'est vendu par la place de Bordeaux sur certains grands négociants. Hein. Donc, alors on aura l'occasion de parler tout à l'heure du consommateur, parce que c'est important de proposer aussi quelque chose qui correspond au goût, un goût bien différent d'un pays à l'autre, des Français aux Chiliens par exemple, ou aux Argentins. D'où vient le vin essentiellement, et quel type de vin étranger on peut trouver en France? Ce sont des vins peu chers, des vins légers? C'est quoi le profil de ces vins? Non, je crois que moi, par exemple, à travers, j'ai plusieurs expériences en tant que consultant pour des sociétés d'importation de vins étrangers. Moi, un des leitmotifs principaux, c'est la diversité variétale. Je suis un fou de cépages endémiques et autochtones. Je vous rappelle quand même que l'Espagne est un des pays où 85% des vins espagnols produits sont à partir de cépages endémiques et autochtones, l'Italie 75%. Ce sont des pays qui ont un ancrage très fort. Moi, je suis un Européen convaincu. Ma femme est grecque, je suis un fou du vignoble grec. La diversité variétale est intéressante. Je pense à tous ces pays de l'Europe centrale qui ont une diversité incroyable. Je crois que la vieille Europe, si elle ne se base sur ses forces et ses convictions, elle n'a rien à craindre des vignobles du Nouveau Monde. On a la chance d'avoir des cépages divers et variés qui correspondent à des climatologies et des géologies bien distinctes et qui sont à même de nous donner des vins totalement différents dans des aromatiques gustatives, et des aromatiques et des goûts. Et la diversité variétale, ma passion, elle est tout simplement que je me rappelle avoir lu l'ABC des cépages de Jencis Robinson, que j'adore plus que tout. Elle disait, qu'est-ce qui nous guettait à l'aube des années 2000? C'était la stéréotypation du goût. Pourquoi? Parce que le monde viticole tournait autour de 10 cépages internationaux. Et elle avait raison. Je pense que cultiver la diversité du goût et rendre hommage à ces vignerons qui, aux quatre coins de l'Europe, continuent à planter des cépages qui sont des cépages endémiques, autochtones, propres à leur culture, à leur pays, c'est faire un geste, à continuer à les servir, à les proposer, c'est justement cultiver la diversité. Et cultiver la diversité, c'est lutter contre la stéréotypation du goût. Sur la thématique d'aujourd'hui, comment parler du vin? Alors, parler du vin étranger, c'est aborder le vin étranger. Vous savez qu'il y a des vieux vignobles iconiques dans le monde entier, mais parler du vin étranger, c'est aussi de faire valoir la qualité du vin intrinsèque, mais la qualité d'un terroir, un storytelling d'un vigneron, son application, d'un domaine, d'une région viticole. C'est aborder, à parler du vin étranger vis-à-vis de la sommellerie, essentiellement pour moi et des cavistes, c'est parler exactement avec la même passion que il y a des appellations qui ont une histoire formidable. Et il y a des vins qui ont peu
d'histoire, mais qui révèlent des grands terroirs qui naissent. Je pense, vous savez, ce qui est important, c'est qu'aux quatre coins du monde, il y a une vraie volonté aujourd'hui, moi je le vois à travers les vins, à travers les vignerons que je choisis, que j'essaye de faire, de vendre en France, à travers des vignerons comme ça, ils ont la même conviction. Ils sont tous inquiets par rapport au climat et à ce qui se passe. Ils ont tous une volonté de vouloir faire, surtout les jeunes générations aujourd'hui, de vouloir faire les vins avec le réflecteur le plus affirmé, mais tout en étant dans des standards où on essaye de faire des vins les moins extraits, on essaye de faire les vins les moins surélevés. Et donc il y a une tendance générale dans le monde entier, dans tous les pays aujourd'hui, à aller vers des vins beaucoup plus sapides et beaucoup plus digestes. Regardez, Bordeaux fait partie aussi de ces évolutions. Ils sont tous partis il y a 30 ans en arrière à faire des vins un peu plus extraits, surboisés et autres. Et aujourd'hui, on revoit, et moi je l'ai vu à travers la politique primeur dès les années 2000, la dictature énologique qu'on a pu voir sur certains vignobles, elle se tasse, et puis il y a des choses qui reprennent, il y a des vins, des profils de vins, des stylistiques qui reviennent à ce qu'on a connu il y a 20 ans ou 30 ans, avec des vins beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus aériens, beaucoup plus fins, avec des boisés posés. Je crois que l'évolution des vignobles, tous les vignobles ont fait la même erreur à un moment donné. On est parti, peut-être pour des raisons de critique, on est parti dans des vins un peu trop mûrs, trop extraits, trop riches, et on redevient à des choses qui aujourd'hui sont des choses... Et moi je le vois à travers mes voyages. J'étais encore au Chili au mois de mars cette année, je l'ai vu. Il y a toute une génération de vignerons incroyables, et qui, dans des zones viticoles qui renaissent de leurs cendres. Je pense toute la partie sud de la Mole-Vallée, la vallée de Longomilla, la vallée d'Itata Biobio, ce sont des zones transitoires, l'irrigation n'est pas systématique, parce que ces pays-là ont un vrai problème, un vrai défi de demain, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Les bassins de rétention, la cordillère des Andes a moins en moins de neige, les bassins de rétention sont à vide, chimiquement la composition de l'eau est différente, donc pour irriguer c'est très compliqué. Après ils ont aussi des problèmes de viticulture, j'ai pu voir et constater dans des régions iconiques de la Maipo-Vallée qu'ils ont une deuxième problématique de viticulture qui est le Magra dones vitis, qui est une sorte de phylloxéra de type B avec un autre parasite. Donc sachez que moi je suis très attentif à tout ça, mais ce que j'essaye à travers ces pays-là, c'est de découvrir un petit vigneron qui essaye de mettre en avant des cépages moins connus du Chili. Moi je me régale à goûter des vieux Carignans. Ils ont des vieux Carignans au Chili dans la zone de Longomilla, ce sont des vins qui font 13,5 avec des pH de 3,2. Il ne s'est pas acidifié. Alors on va vous dire toujours que les Chili c'est le roi de l'acidification à l'acide tartrique dans les blancs et dans les rouges. Vous découvrez des pays vinifiés en carbonique et en vendange entière qui sont merveilleux, d'une floralité incroyable, des vins qui font 12 degrés. Croyez-moi, il ne faut pas être dupe. Tout ce qui se passe dans ces pays-là, ils ont bien changé par rapport à des grosses boîtes et pour qui ils m'ont donné des grands vins des fois de temps en temps, mais on n'est plus dans l'univers que des grandes sociétés qui ont 250 hectares ou 300 hectares au Chili. En Argentine, il y a aussi la culture et la mise en vente d'un petit vigneron. Olivier, je me souviens des années 70-80 où, quand on avait envie de découvrir un vignoble, un vin, on allait voir le vigneron chez lui ou la cave. Ici, dans notre région, il est loin ce temps aujourd'hui, Internet, mondialisation, puis une crise mondiale quand même. J'entends votre enthousiasme sur les vins étrangers et votre passion à les faire découvrir. Qu'est-ce qu'on dit aux vignerons qui sont avec nous ce soir ou à l'interprofession? Faut-il avoir peur? Faut-il négocier ça d'une certaine façon? Faut-il communiquer différemment? Faut-il parler de son vin différemment? Non, moi je pense pas qu'il y ait une peur. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et il y a de la place pour tout le monde, surtout sur des gens qui font bien. Je crois que la meilleure manière de travailler, de valoriser son terroir, c'est de faire des vins exemplaires. C'est un message, ça. Oui. Faisons de la qualité. Et je crois que ce soit le Languedoc-le-Roussillon, vous êtes bien placé. Moi, je suis un amoureux de ces vins-là. J'y viens souvent. Plusieurs vignerons me connaissent et sachent que j'y passe. Bon, bien sûr, j'ai beaucoup de vignobles à visiter, mais ça fait partie effectivement de mes déplacements annuels. J'étais encore il y a 6-7 mois dans les terrasses de Larzac, sur le terroir de Pézenas. J'y vais, je bouge, je ne peux pas tout faire tous les vignerons, mais j'y vais. Et croyez-moi que la représentativité des vins du Languedoc, moi sur ma carte chez le nôtre, elle était importante. Et je crois qu'il n'y a plus de dogmatisme là-dessus. Je pense que la capacité à faire goûter des grands vins du Sud, sur des cartes et des restaurés, elle est là. Regardez le nombre de passionnés de sommeliers, moi je vois à Paris, à la capitale, où l'emprise des vins du Languedoc est présente sur les cartes des vins. Alors après, bien sûr, il y a de la concurrence entre les vins du Languedoc, il y a de la concurrence entre les vignerons, bien sûr, mais je pense que le Languedoc, vous avez une force incroyable, vous avez aussi une grosse diversité variétale.
variétale, une grosse diversité d'altitude, une grosse diversité géologique. Vous êtes capable, effectivement, d'être présent sur les cartes des sommeliers et même les cartes des restaurants de façon légitime. On est encore des vins d'une accessibilité tarifaire qui est importante, hein, qui est de qualité. Et donc, je trouve que, bien sûr, c'est une région qui, pour moi, ne doit pas. La peur des vins étrangers, je voulais vous dire une seule chose, vous me parliez de pourcentage tout à l'heure. Pendant la période Covid, bon, je suis consultant pour un site internet qui s'appelle ventealapropriété.com. Bon, l'emprise des vins étrangers aujourd'hui sur un site tel que le nôtre, c'est 12% des volumes. Pour la période de Covid, normalement, on doit être entre 8 et 9% de vins étrangers vendus sur l'e-commerce. La place des vins français, elle est encore très forte. Je veux dire, j'essaie de vous retourner la question. Si vous allez dans un pays, j'étais encore à Madrid la semaine dernière, la culture du vin français et l'emprise des vins français sur les cartes de vin espagnoles, elle est bien plus importante que l'inverse, que chez nous. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. L'intérêt d'avoir des vins étrangers sur carte pour des sommeliers, c'est cultiver encore les connaissances et cultiver envie aussi de vouloir montrer ce qui se passe à gauche, à droite. Et puis, je voudrais aussi vous dire, il y a aussi, il va falloir se poser des questions sur les tarifs des vins. Il y a des régions aujourd'hui françaises qui deviennent inaccessibles en termes tarifaires. Je pense à la Bourgogne et au Bordelais. Et qu'à partir de là, il y a un moment donné, si vous n'avez pas la capacité au restaurant à répondre, à avoir des allocations chez des vignerons de ces régions-là, forcément, à un moment donné, il y a des acheteurs et puis il y a des sommeliers qui se tournent vers d'autres régions, hein, de façon légitime. Il y a aussi peut-être l'inverse qui se passe, c'est-à-dire des vins qui sont sous-cotés. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je crois qu'il y a des marges de progression dans le vignoble français qui sont énormes. On parlait tout à l'heure avec Laurent et Élise de l'évolution des vignobles jurassiens et savoyards qui arrivent à faire leur trou aujourd'hui de façon incroyable, un renversement médiatique en l'espace de 15 ans sur ces vignobles-là qui est formidable. Il y a une ouverture incroyable. Ce sont des régions où la possibilité d'un jeune vigneron de s'installer est encore possible, d'un point de vue financier. Ce sont aussi des régions qui sont capables de révéler, avec une diversité variétale intéressante, des vins d'identité terroir affirmée. Hein. Donc, bien sûr, je pense que moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, la constitution d'une grande carte des vins, pour moi, c'est pas d'avoir une pile de Pétrus qui monte au plafond, c'est plutôt d'avoir une carte des vins qui représente la qualité du vignoble et surtout la diversité du vignoble. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience que les publics consommateurs de vin ne sont peut-être plus les mêmes? Est-ce qu'il y a des publics à conquérir? Quel type de message? Comment faire? Est-ce que vous avez une idée là-dessus qui pourrait éclairer notre réflexion? Je pense que le public à conquérir, ce sont les jeunes générations. Avant tout, la jeune génération s'est écartée un peu du monde du vin au profit des boissons et des spiritueux un peu plus riches en alcool. Je crois que malheureusement, on vit avec notre législation. Je crois qu'il est dommage, malheureusement, qu'on ne puisse pas avoir des émissions ludiques et qui puissent faire comprendre, effectivement. J'ai toujours pensé, si vous voulez, à travers les télévisions belges et luxembourgeoises, même suisses, qui passent des émissions vraiment de qualité sur le vin, à mon sens, hein, je pense que montrer des émissions de qualité où un vigneron défend son terroir, parle de son terroir, le voir travailler, aller à la cave et autres, sont des émissions qui sont valorisantes pour le monde du vin, mais qui surtout font comprendre que pour comprendre la complexité du vin, il faut en voir avec parcimonie. Je pense que malheureusement, le fait qu'un pays comme le nôtre, qui est un pays de tradition viticole importante, qu'on n'a pas forcément accès à des émissions culturelles pour les jeunesses et faire comprendre le vin dans le bon sens du terme, c'est un peu dommageable pour un pays comme le nôtre. Je crois que la France, on s'est un peu tiré une balle dans le mollet de ce côté-là. Je rappelais tout à l'heure que l'Espagne, le vin est rangé au patrimoine national. Je pense qu'un pays comme la France mériterait que le vin soit rangé au patrimoine national. Je rappelle toujours que le vin, c'est quand même la deuxième source économique d'exportation après l'industrie de l'aviation. Donc, on n'est pas en train de parler de... Je profite de votre expertise aussi pour, à l'inverse, vous demander comment des vins comme ceux de l'Occitanie sont perçus à l'étranger. Quelle part y ont-ils, s'ils en ont une, et qu'est-ce qu'on attend de la consommation d'un vin français quand on va dans ces pays d'Amérique du Sud ou au Japon ou ailleurs où vous êtes allé? Moi, je crois que les vignobles du Sud, les vignobles languedociens et roussillons sont très bien perçus à l'étranger.
J'ai eu la chance d'aller en Corée faire des formations et j'avais été impressionné par la qualité des choix de vignerons qui étaient présents sur la liste des importateurs coréens. Alors je sais qu'il y a une taxation sur les vins français qui est importante en Corée, mais c'est à faire un parti. Je vais souvent au Japon parce que je m'occupe de la compagnie aérienne japonaise ANA. Nous, à bord, on board pour il y a un appel d'offres qui est fait pour tous les 2 ans et les vins languedociens ont leur place. Et au même titre qu'au Japon, vous avez des cartes de vins français exceptionnelles avec une diversité incroyable. Du Jura, de la Savoie, du Languedoc, du Roussillon, de la Loire et autres. C'est formidable. Enfin, je veux dire, moi, à mon avis, justement, beaucoup de pays passionnés par le vin, tels que Hong Kong, Macao, on parle toujours de ces pays, Singapour et autres, qui effectivement sont... où il y a beaucoup d'argent et beaucoup de lobbying avec des grands vins qui y sont consommés, mais il y a des cartes des vins très, très intelligentes. Hein. Et puis, moi, je suis impressionné. Enfin, il suffit de voyager pour comprendre que le Languedoc n'est pas une région oubliée dans ces pays-là. Hein. Je voudrais que vous nous disiez un mot des étiquettes, de la lecture des étiquettes à l'étranger, notamment des vins français. Nous, parfois, on s'y perd un petit peu, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce qu'il faut toucher à ça? Est-ce qu'il faut communiquer différemment? Quel est votre sentiment là-dessus? Je suis très inquiet par ça, par la volonté de la France de simplifier son étiquetage. Si vous voulez connaître un pays où c'est bien plus compliqué, il suffit d'aller traverser le Rhin et aller en Allemagne, vous allez voir que les étiquettes allemandes, c'est bien plus complexe que nous. Donc en termes législatifs, je voudrais vous faire quand même dire attention à quelque chose. Simplifier, pour avoir une lecture plus facile vis-à-vis d'un consommateur, c'est sympa. Mais par contre, vous voyez... Je vous parlais du Chili tout à l'heure. Le Chili, en 2011, non seulement ils avaient une législation établie, mais en 2011, ils l'ont complexifiée. Il y a des pays qui complexifient leur législation, c'est-à-dire qu'au lieu de rationaliser et qu'une région viticole, je pense à l'Espagne par exemple, aussi, l'Espagne, une région comme la Ribera del Duero, qui est un vignoble iconique, qui n'est pas DOC, mais qui est DO, mais qui a un grand vignoble iconique avec la Rioja, ça fait partie des grands vignobles. Ça fait 20 000 hectares. Sur 20 000 hectares, il n'y a pas d'unité climatique et géologique. Vous partez sur 20 000 hectares, vous partez de l'est de la province de Soria, qui a des calcaires magnifiques avec une fraîcheur incroyable et des altitudes incroyables. Le secteur de Burgos qui est au centre, et puis le secteur de Penafiel, on ne fait pas les mêmes vins. Il n'existe pas un vin de la Ribera del Duero, il en existe plusieurs. Et donc, un importateur logique, normal, va prendre des vins des 3 parties. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est quand vous avez une région comme le Languedoc qui va de Collioure jusqu'à Nîmes, il y a quand même une diversité géologique et climatique qui n'est pas le même, et variétale aussi. Attention à la simplification. Quand je vous parle du Chili, le Chili avait découpé leurs vignobles du nord au sud en différents secteurs, hein, donc la North Coast, la Central Coast et autres, mais attention, ils ont maintenant découpé depuis 2011 de façon aussi longitudinale, c'est-à-dire la zone Costa, la zone Antras Cordilleras, et puis la zone de montagne. Donc, si vous voulez, tout ça veut dire que je ne voudrais pas que la France se retrouve le dindon de la farce, où on décomplexifie les étiquettes et on essaye de faire des appellations de plus en plus grandes, au détriment de pays qui nous regardent et qui nous scrutent, qu'on reste un modèle qui, eux, complexifient leur législation. Soyons attentifs à ça. Je veux dire, il est logique et légitime, malheureusement, et on le sait à travers les crus bourguignons, vous êtes à 100 mètres, vous n'êtes pas sur le même terroir, vous ne faites pas le même vin. Donc, bien sûr, la complexité de nos systèmes en France est une réalité, mais moi je dis, on a toujours mis le terroir en avant et pas le variétal. Après, il faut effectivement savoir que telle appellation, il y a tel type de cépages qui sont autorisés, qu'il y a tel rendement, qu'il y a tel degré minimum, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, d'un point de vue professionnel, je dis le système législatif français reste un modèle, quelque part. Alors les critiques, moi je peux les entendre, mais quand je vois ce qui se passe à l'étranger, je vois plutôt une augmentation de la complexité du système législatif dans beaucoup de pays français, dans beaucoup de pays européens et mondiaux. Donc ça veut dire que les gens suivent plutôt un chemin qui va plutôt dans le sens de faire de plus en plus d'appellations qui correspondent à des terroirs plus petits, plus limités. Et donc ça veut dire que, quelque part, ça va un peu dans le sens que nous avons fait nous. Hein. Alors nous ne sommes pas à l'origine des AOC, hein. Les Portugais nous ont précédés bien longtemps, et puis à partir de 1908, et puis les Espagnols en 1931.
Alors bien sûr que moi je suis assez fidèle aux appellations d'origine contrôlée, je trouve que de temps en temps on leur met à tort, on les tabasse un peu trop. J'aimerais juste dire une seule chose pour terminer là-dessus au niveau des AOC. Je crois qu'on a la chance, avec ces vieux décrets, d'avoir des cépages endémiques et autochtones qui sont présents. Et comme ils sont présents dans les décrets, ils sont remis au goût du jour, et qui, avec le réchauffement climatique, nous aident un tout petit peu. Je pourrais vous citer pas mal d'exemples. On voit des cépages qui font partie des décrets, qui avaient été quasiment abandonnés, qui reviennent, et qui ramènent une certaine personnalité, une capacité à ramener de la buvabilité, de digestibilité, de l'acidité, de la fraîcheur, à certains cépages qui en manquaient. Est-ce que vous avez un conseil à nous donner, les vignerons qui sont là, ceux qui auront envie peut-être de percer un marché étranger ou de vendre via Internet, via votre site par exemple? Que faut-il faire pour bien en parler, pour être entendu surtout? Ouais, vous savez, le contact des vignerons est essentiel pour notre métier de sommelier, et je pense qu'un vigneron qui parle avec son cœur et sa passion, c'est la plus grande qualité qu'il puisse y avoir. Faire ressentir l'amour de son terroir, l'amour de ses vins, et aussi parler de ce vin avec son cœur et sa passion. Je crois que le principal conseil qu'on peut donner à des vignerons, c'est de faire des vins, s'il est sûr de lui, un vigneron, on n'est jamais sûr de lui, et tant mieux. Mais nous, les sommeliers, c'est pareil, on peut être dans des périodes de doute, mais ce que je veux dire par là, la meilleure façon qu'un vigneron peut défendre son vin, c'est parler de son terroir, parler de son histoire, parler de la foi et qu'il y met et de sa passion. Et je crois que c'est un des plus beaux messages. Après, il faut aussi que le discours qui soit mis soit à la hauteur aussi des vins qui soient présentés. Mais j'ai toujours pensé qu'un vigneron a une chance énorme. De toute façon, c'est un métier de passion, le vigneron. Il y a des transmissions de père en fils qui sont plus ou moins heureuses, ou le contraire. Il y a des reconversions, beaucoup aussi. J'en ai rencontré beaucoup. Mais je trouve que avant tout, c'est un vrai métier de passion, et transmettre sa passion, c'est quelque chose de formidable. Je crois que pour le consommateur, et à la fois éclairé ou non, je veux dire, un vigneron qui parle avec sincérité, avec passion de son vin, c'est une des qualités principales pour moi. Merci d'avoir été avec nous.